1984 Appendice. Les principes du novlangue. Le novlangue a été la langue officielle de l'Océania. Il fut inventé pour répondre aux besoins de langue soc ou socialisme anglais. En l'an 1984, le novlangue n'était pas la seule langue en usage, que ce fût oralement ou par écrit. Les articles de fond du Times étaient écrits en novlangue, mais c'était un tour de force qui ne pouvait être réalisé que par des spécialistes. On comptait que le novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue, nous dirions la langue ordinaire, vers l'année 2050. Entre-temps, il gagnait régulièrement du terrain. Les membres du parti avaient de plus en plus tendance à employer des mots et des constructions grammaticales novlangues dans leurs conversations de tous les jours. La version en usage en 1984 et résumée dans les 9e et 10e éditions du dictionnaire novlangue était une version temporaire qui contenait beaucoup de mots superflus et de formes archaïques qui devaient être supprimées plus tard. Nous nous occupons ici de la version finale, perfectionnée, telle qu'elle est donnée dans la 11e édition du dictionnaire. Le but du novlangue était non seulement de fournir un mode d'expression aux idées générales et aux habitudes mentales des dévots de langue soc, mais de rendre impossible tout autre mode de pensée. Il était entendu que lorsque le novlangue serait une fois pour toutes adopté et que l'ancilangue serait oubliée, une idée hérétique, c'est-à-dire une idée s'écartant des principes de langue soc, serait littéralement impensable, du moins dans la mesure où la pensée dépend des mots. Le vocabulaire du novlangue était construit de telle sorte qu'il put fournir une expression exacte, et souvent très nuancée, aux idées qu'un membre du parti pouvait, à juste titre, désirer communiquer. Mais il excluait toutes les autres idées, et même les possibilités d'y arriver par des méthodes indirectes. L'invention de mots nouveaux, l'élimination surtout des mots indésirables, la suppression dans les mots restants de toute signification secondaire, quelle qu'elle fût, contribuaient à ce résultat. Ainsi, le mot « libre » existait encore en novlangue, mais ne pouvait être employé que dans des phrases comme « le chemin est libre ». Il ne pouvait être employé dans le sens ancien de « liberté politique » ou de « liberté intellectuelle ». Les libertés politiques et intellectuelles n'existaient en effet plus, même sous forme de concept. Elles n'avaient donc nécessairement pas de nom. En dehors du désir de supprimer les mots dont le sens n'était pas orthodoxe, l'appauvrissement du vocabulaire était considéré comme une fin en soi, et on ne laissait subsister aucun mot dont on pouvait se passer. Le novlangue était destiné non à étendre mais à diminuer le domaine de la pensée, et la réduction au minimum du choix des mots aidait indirectement à atteindre ce but. Le novlangue était fondé sur la langue que nous connaissons actuellement, bien que beaucoup de phrases novlangues, même celles qui ne contiennent aucun mot nouveau, seraient à peine intelligibles à notre époque. Les mots novlangue étaient divisés en 3 classes distinctes, connues sous les noms de vocabulaire A, vocabulaire B, aussi appelé mots composés, et vocabulaire C. Il sera plus simple de discuter de chaque classe séparément, mais les particularités grammaticales de la langue pourront être traitées dans la partie consacrée au vocabulaire A, car les mêmes règles s'appliquent aux 3 catégories. Vocabulaire A. Le vocabulaire A comprenait les mots nécessaires à la vie de tous les jours, par exemple pour manger, boire, travailler, s'habiller, monter et descendre les escaliers, aller à bicyclette, jardiner, cuisiner, et ainsi de suite. Il était composé presque entièrement de mots que nous possédons déjà, de mots comme cou, course, chien, arbre, sucre, maison, champ. Mais en comparaison avec le vocabulaire actuel, il y en avait un très petit nombre et leur sens était délimité avec beaucoup plus de rigidité.
on les avait débarrassés de toute ambiguïté et de toute nuance. Autant que faire se pouvait, un mot novlangue de cette classe était simplement un son staccato exprimant un seul concept clairement compris. Il eût été tout à fait impossible d'employer le vocabulaire A à des fins littéraires ou à des discussions politiques ou philosophiques. Il était destiné seulement à exprimer des pensées simples, objectives, se rapportant en général à des objets concrets ou des actes matériels. La grammaire novlangue renfermait deux particularités essentielles. La première était une interchangeabilité presque complète des différentes parties du discours. Tous les mots de la langue, en principe, cela s'appliquait même à des mots très abstraits comme si ou quand, pouvaient être employés comme verbe, nom, adjectif ou adverbe. Il n'y avait jamais aucune différence entre les formes du verbe et du nom, quand ils étaient de la même racine. Cette règle du semblable entraînait la destruction de beaucoup de formes archaïques. Le mot « penser », par exemple, n'existait pas en novlangue. Il était remplacé par « penser » qui faisait office à la fois de nom et de verbe. On ne suivait dans ce cas aucun principe étymologique. Parfois, c'était le nom originel qui était choisi. D'autres fois, c'était le verbe. Même lorsqu'un nom et un verbe de signification voisine n'avaient pas de parenté étymologique, l'un ou l'autre était fréquemment supprimé. Il n'existait pas, par exemple, de mots comme couper, dont le sens était suffisamment exprimé par le nom-verbe couteau. Les adjectifs étaient formés par l'addition du suffixe able au nom-verbe, et les adverbes par l'addition du suffixe ment à l'adjectif. Ainsi, l'adjectif correspondant à vérité était véritable, l'adverbe véritablement. On avait conservé certains de nos adjectifs actuels comme bon, fort, gros, noir, doux, mais en très petit nombre. On s'en servait peu, puisque presque tous les qualificatifs pouvaient être obtenus en ajoutant able au nom-verbe. Aucun des adverbes actuels n'était gardé, sauf un très petit nombre, déjà terminé en ment. La terminaison ment était obligatoire. Le mot bien, par exemple, était remplacé par bonnement. De plus, et ceci s'appliquait encore en principe à tous les mots de la langue, n'importe quel mot pouvait prendre la forme négative par l'addition du préfixe un. On pouvait en renforcer le sens par l'addition du préfixe plus ou, pour accentuer davantage, du préfixe double plus. Ainsi, incolore signifie pâle, tandis que plus colore et double plus colore signifient respectivement très coloré et superlativement coloré. Il était aussi possible de modifier le sens de presque tous les mots par des préfixes prépositions tels que ante, post, haut, bas, etc. Grâce à de telles méthodes, on obtint une considérable diminution du vocabulaire. Étant donné par exemple le mot bon, on n'a pas besoin du mot mauvais, puisque le sens désiré est également, et en vérité, mieux exprimé par un bon. Il fallait simplement, dans les cas où deux mots formaient une paire naturelle d'antonymes, décider lequel on devait supprimer. Sombre, par exemple, pouvait être remplacé par un clair, ou clair par un sombre, selon la préférence. La seconde particularité de la grammaire novlangue était sa régularité. Toutes les désinences, sauf quelques exceptions mentionnées plus loin, obéissaient aux mêmes règles. C'est ainsi que le passé défini et le participe passé de tous les verbes se terminaient indistinctement en « et ». Le passé défini de « voler » était « voler », celui de « penser » était « penser », et ainsi de suite. Les formes telles que nagea, donna, cueillit,
par l'air, saisir, étaient abolis. Le pluriel était obtenu par l'adjonction de s ou es dans tous les cas. Le pluriel d'œil, bœuf, cheval, était respectivement œil, bœuf, cheval. Les adjectifs comparatifs et superlatifs étaient obtenus par l'addition de suffixes invariables. Les vocables dont les désinences demeuraient irrégulières étaient, en tout et pour tout, les pronoms, les relatifs, les adjectifs démonstratifs et les verbes auxiliaires. Ils suivaient les anciennes règles. Dont, cependant, avaient été supprimés, comme inutiles. Il y eut aussi, dans la formation des mots, certaines irrégularités qui naquirent du besoin d'un parler rapide et facile. Un mot difficile à prononcer ou susceptible d'être mal entendu était ipso facto tenu pour mauvais. En conséquence, on insérait parfois dans le mot des lettres supplémentaires, ou on gardait une forme archaïque pour des raisons d'euphonie. Mais cette nécessité semblait se rattacher surtout au vocabulaire B. Nous exposerons clairement plus loin, dans cet essai, les raisons pour lesquelles une si grande importance était attachée à la facilité de la prononciation. Vocabulaire B. Le vocabulaire B comprenait des mots formés pour des fins politiques, c'est-à-dire des mots qui, non seulement, dans tous les cas, avaient une signification politique, mais étaient destinés à imposer l'attitude mentale voulue à la personne qui les employait. Il était difficile, sans une compréhension complète des principes de Languedoc, d'employer ces mots correctement. On pouvait, dans certains cas, les traduire en nancy-langue, ou même par des mots puisés dans le vocabulaire A, mais cette traduction exigeait en général une longue périphrase et impliquait toujours la perte de certaines harmonies. Les mots B formaient une sorte de sténographie verbale qui entassait en quelques syllabes des séries complètes d'idées, et ils étaient plus justes et plus forts que ceux du langage ordinaire. Les mots B étaient toujours des mots composés. On trouvait, naturellement, des mots composés tels que phonoscript dans le vocabulaire A, mais ce n'étaient que des abréviations commodes qui n'avaient aucune couleur idéologique spéciale. Ils étaient formés de 2 mots ou plus, ou de portions de mots soudées en une forme que l'on pouvait facilement prononcer. L'amalgame obtenu était toujours un nom-verbe dont les désinences suivaient les règles ordinaires. Pour citer un exemple, le mot « bon penser » signifiait approximativement « orthodoxe » ou, si on voulait le considérer comme un verbe, « penser d'une manière orthodoxe ». Il changeait de désinence comme suit. Nom, verbe, bon penser, passé et participe passé, bien pensé. Participe présent, bon pensant. Adjectif, bon pensable. Non verbal, bon penseur. Les mots B n'étaient pas formés suivant un plan étymologique. Les mots dont ils étaient composés pouvaient être n'importe quelle partie du langage. Ils pouvaient être placés dans n'importe quel ordre et mutilés de n'importe quelle façon, pourvu que cet ordre et cette mutilation facilitent leur prononciation et indiquent leur origine. Dans le mot « crime pensé », par exemple, le mot « penser » était placé le second, tandis que dans « penser Paul », police de la pensée, il était placé le premier, et le second mot « police » avait perdu sa 2e syllabe. À cause de la difficulté plus grande de sauvegarder l'euphonie, les formes irrégulières étaient plus fréquentes dans le vocabulaire B que dans le vocabulaire A. Ainsi, les formes qualificatives miniver, minipax et miniam remplaçaient respectivement mini véritable, mini paisible et mini aimé. Simplement parce que véritable, paisible, aimé étaient légèrement difficiles à prononcer. En principe, cependant, tous les mots B devaient recevoir des désinences,
et ces désinences variaient exactement suivant les mêmes règles. Quelques-uns des mots B avaient de fines subtilités de sens à peine intelligibles à ceux qui n'étaient pas familiarisés avec l'ensemble de la langue. Considérons par exemple cette phrase typique d'un article de fond du Times. Ansi penseur, ne sans ventre, anxoc. La traduction la plus courte que l'on puisse donner de cette phrase en ansi langue est « Ceux dont les idées furent formées avant la Révolution ne peuvent avoir une compréhension pleinement sentie des principes du socialisme anglais. » Mais cela n'est pas une traduction exacte. Pour commencer, pour saisir dans son entier le sens de la phrase novlangue citée plus haut, il fallait avoir une idée claire de ce que signifiait Ankh Sok. De plus, seule une personne possédant à fond l'Ankh Sok pouvait apprécier toute la force du mot sans ventre, sentir par les entrailles, qui impliquait une acceptation aveugle, enthousiaste, difficile à imaginer aujourd'hui, ou du mot ansi pensée, pensée ancienne, qui était inextricablement mêlée à l'idée de perversité et de décadence. Mais la fonction spéciale de certains mots novlangues comme ansi pensée n'était pas tellement d'exprimer des idées que d'en détruire. On avait étendu le sens de ces mots, nécessairement peu nombreux, jusqu'à ce qu'ils embrassent des séries entières de mots qui, leur sens étant suffisamment rendu par un seul terme compréhensible, pouvaient alors être effacés et oubliés. La plus grande difficulté à laquelle eurent à faire face les compilateurs du dictionnaire novlangue ne fut pas d'inventer des mots nouveaux, mais, les ayant inventés, de bien s'assurer de leur sens, c'est-à-dire de chercher quelle série de mots ils supprimaient par leur existence. Comme nous l'avons vu pour le mot « libre », des mots qui avaient un sens hérétique étaient parfois conservés pour la commodité qu'ils présentaient, mais ils étaient épurés de toute signification indésirable. D'innombrables mots comme honneur, justice, moralité, internationalisme, démocratie, science, religion avaient simplement cessé d'exister. Quelques mots couverture les englobaient et, en les englobant, les supprimaient. Ainsi, tous les mots groupés autour des concepts de liberté et d'égalité étaient contenus dans le seul mot « pensée-crime », tandis que tous les mots groupés autour des concepts d'objectivité et de rationalisme étaient contenus dans le seul mot « ansi-pensée ». Une plus grande précision était dangereuse. Ce qu'on demandait aux membres du parti, c'était une vue analogue à celle des anciens Hébreux qui savaient, et ne savaient pas grand-chose d'autre, que toutes les nations autres que la leur adoraient de faux dieux. Ils n'avaient pas besoin de savoir que ces dieux s'appelaient Baal, Osiris, Moloch, Ashtaro, et ainsi de suite. Moins ils les connaissaient, mieux cela valait pour leur orthodoxie. Ils connaissaient Jéhovah et les commandements de Jéhovah. Ils savaient, par conséquent, que tous les dieux qui avaient d'autres noms et d'autres attributs étaient de faux dieux. En quelque sorte, de la même façon, les membres du parti savaient ce qui constituait une bonne conduite et, en des termes excessivement vagues et généraux, ils savaient quelle sorte d'écart était possible. Leur vie sexuelle, par exemple, était minutieusement réglée par les deux mots novlangues, crime-sexe, immoralité sexuelle, et bien-sexe, chasteté. Crime-sexe concernait les écarts sexuels de toutes sortes. Ce mot englobait la fornication, l'adultère, l'homosexualité et autres perversions et, de plus, la sexualité normale pratiquée pour elle-même. Il n'était pas nécessaire de les énumérer séparément, puisqu'ils étaient tous également coupables. Dans le vocabulaire C, qui comprenait les mots techniques et scientifiques, il aurait pu être nécessaire de donner des noms spéciaux à certaines aberrations sexuelles, mais le citoyen ordinaire n'en avait pas besoin. Il savait ce que signifiait bien-sexe, c'est-à-dire les rapports normaux entre l'homme et la femme, dans le seul but d'avoir des enfants, et sans plaisir physique de la part de la femme.
Tout autre rapport était crime-sexe. Il était rarement possible en novlangue de suivre une pensée non orthodoxe plus loin que la perception qu'elle était non orthodoxe. Au-delà de ce point, les mots n'existaient pas. Il n'y avait pas de mots, dans le vocabulaire B, qui fût idéologiquement neutre. Un grand nombre d'entre eux étaient des euphémismes. Des mots comme, par exemple, joie camp de travaux forcés, ou minipax, ministère de la paix, c'est-à-dire ministère de la guerre, signifiaient exactement le contraire de ce qu'ils paraissaient vouloir dire. D'autre part, quelques mots révélaient une franche et méprisante compréhension de la nature réelle de la société océanienne. Par exemple, prole aliment, qui désignait les spectacles stupides et les nouvelles falsifiées que le parti délivrait aux masses. D'autres mots, eux, étaient bivalents et ambigus. Ils sous-entendaient le mot bien quand on les appliquait au parti et le mot mal quand on les appliquait aux ennemis du parti. De plus, il y avait un grand nombre de mots qui, à première vue, paraissaient être de simples abréviations et qui tiraient leur couleur idéologique non de leur signification, mais de leur structure. On avait, dans la mesure du possible, rassemblé dans le vocabulaire B tous les mots qui avaient ou pouvaient avoir un sens politique quelconque. Les noms des organisations, des groupes de gens, des doctrines, des pays, des institutions, des édifices publics étaient toujours abrégés en une forme familière, c'est-à-dire en un seul mot qui pouvait facilement se prononcer et dans lequel l'étymologie était gardée par un minimum de syllabes. Au ministère de la Vérité, par exemple, le commissariat aux archives où travaillait Winston s'appelait Cornac, le commissariat au roman Comrom, le commissariat au téléprogramme Télécom, et ainsi de suite. Ces abréviations n'avaient pas seulement pour but d'économiser le temps. Même dans les premières décennies du XXe siècle, les mots et phrases télescopés avaient été l'un des traits caractéristiques de la langue politique, et l'on avait remarqué que, bien qu'universelle, la tendance à employer de telles abréviations était plus marquée dans les organisations et dans les pays totalitaires. Ainsi les mots Gestapo, Comintern, Imprécor, Agite-propre. Mais cette habitude, au début, avait été adoptée telle qu'elle se présentait, instinctivement. En novlangue, on l'adoptait dans un dessein conscient. On remarqua qu'en abrégeant ainsi un mot, on restreignait et changeait subtilement sa signification, car on lui enlevait les associations qui, autrement, y étaient attachées. Les mots communisme international, par exemple, évoquaient une image composite. Universelle fraternité humaine, drapeau rouge, barricade, Karl Marx, Commune de Paris, tandis que le mot Comintern suggérait simplement une organisation étroite et un corps de doctrine bien défini. Il se référait à un objet presque aussi reconnaissable et limité dans son usage qu'une chaise ou une table. Comintern est un mot qui peut être prononcé presque sans réfléchir, tandis que communisme international est une phrase sur laquelle on est obligé de s'attarder, au moins momentanément. De même, les associations provoquées par un mot comme mini-vert étaient moins nombreuses et plus faciles à contrôler que celles amenées par ministère de la Vérité. Ce résultat était obtenu non seulement par l'habitude d'abréger chaque fois que possible, mais encore par le soin presque exagéré apporté à rendre les mots aisément prononçables. Mis à part la précision du sens, l'euphonie, en novlangue, dominait toute autre considération. Les règles de grammaire lui étaient toujours sacrifiées quand c'était nécessaire. Et c'était à juste titre, puisque ce que l'on voulait obtenir, surtout pour des fins politiques, c'étaient des mots abrégés et courts, d'un sens précis,
qui pouvaient être rapidement prononcés et éveillaient le minimum d'écho dans l'esprit de celui qui parlait. Les mots du vocabulaire B gagnaient même en force, du fait qu'ils étaient presque tous semblables. Presque invariablement, ces mots bien-pensant, minipax, proléalim, crime-sexe, joie-camp, anxoc, ventre-sang, pensée-Paul, étaient des mots de 2 ou 3 syllabes dont l'accentuation était également répartie de la première à la dernière syllabe. Leur emploi entraînait une élocution volubile, à la fois martelée et monotone. Et c'était exactement à quoi l'on visait. Le but était de rendre l'élocution autant que possible indépendante de la conscience, spécialement l'élocution traitant de sujets qui ne seraient pas idéologiquement neutres. Pour la vie de tous les jours, il était évidemment nécessaire, du moins quelquefois, de réfléchir avant de parler. Mais un membre du parti, appelé à émettre un jugement politique ou éthique, devait être capable de répandre des opinions correctes, aussi automatiquement qu'une mitrailleuse sème des balles. Son éducation lui en donnait l'aptitude, le langage lui fournissait un instrument grâce auquel il était presque impossible de se tromper, et la texture des mots, avec leur son rauque et une certaine laideur volontaire, en accord avec l'esprit de Langsoc, aidait encore davantage à cet automatisme. Le fait que le choix des mots fût très restreint y aidait aussi. Comparé au nôtre, le vocabulaire novlangue était minuscule. On imaginait constamment de nouveaux moyens de le réduire. Il différait, en vérité, de presque tous les autres en ceci qu'il s'appauvrissait chaque année au lieu de s'enrichir. Chaque réduction était un gain puisque, moins le choix est étendu, moindre est la tentation de réfléchir. Enfin, on espérait faire sortir du larynx le langage articulé sans mettre d'aucune façon en jeu les centres plus élevés du cerveau. Ce but était franchement admis dans le mot novlangue canlangue, qui signifie faire coin-coin comme un canard. Le mot canlangue, comme d'autres mots divers du vocabulaire B, avait un double sens. Pourvu que les opinions émises en canlangue fussent orthodoxes, il ne contenait qu'un compliment. Et lorsque le Times parlait d'un membre du parti comme d'un double plus bon canlangue, il lui adressait un compliment chaleureux qui avait son poids. Vocabulaire C. Le vocabulaire C, ajouté aux 2 autres, consistait entièrement en termes scientifiques et techniques. Ces termes ressemblaient aux termes scientifiques en usage aujourd'hui et étaient formés avec les mêmes racines. Mais on prenait soin, comme d'habitude, de les définir avec précision et de les débarrasser des significations indésirables. Ils suivaient les mêmes règles grammaticales que les mots des 2 autres vocabulaires. Très peu de mots du vocabulaire C étaient courants dans le langage journalier ou le langage politique. Les travailleurs ou techniciens pouvaient trouver tous les mots dont ils avaient besoin dans la liste consacrée à leur propre spécialité, mais ils avaient rarement plus qu'une connaissance superficielle des mots qui appartenaient aux autres listes. Il y avait peu de mots communs à toutes les listes, et il n'existait pas, indépendamment des branches particulières de la science, de vocabulaire exprimant la fonction de la science comme une habitude de l'esprit ou une méthode de pensée. Il n'existait pas, en vérité, de mots pour exprimer science, toute signification de ce mot étant déjà suffisamment englobée par le mot anxoc. On voit, par ce qui précède, qu'en novlangue, l'expression des opinions non orthodoxes était presque impossible, au-dessus d'un niveau très bas. On pouvait naturellement émettre des hérésies grossières, des sortes de blasphèmes. Il était possible, par exemple, de dire « Big Brother est un bon », mais cette orthodoxie qui, pour une oreille orthodoxe,
n'exprimait qu'une absurdité évidente par elle-même, n'aurait pu être soutenue par une argumentation raisonnée, car les mots nécessaires manquaient. Les idées contre Langsock ne pouvaient être conservées que sous une forme vague, inexprimable en mots, et ne pouvaient être nommées qu'en termes très généraux qui formaient bloc et condamnaient les groupes entiers d'hérésie, sans pour cela les définir. On ne pouvait, en fait, se servir du novlangue dans un but non orthodoxe que par une traduction inexacte des mots novlangue en ancilangue. Par exemple, la phrase « Tous les hommes sont égaux » était correcte en novlangue, mais dans la même proportion que la phrase « Tous les hommes sont roux » serait possible en ancilangue. Elle ne contenait pas d'erreur grammaticale, mais exprimait une erreur palpable, à savoir que tous les hommes seraient égaux en taille, en poids et en force. En 1984, quand l'ancilangue était encore en mode normal d'expression, le danger théorique existait qu'en employant des mots novlangue, on pût se souvenir de leur sens primitif. En pratique, il n'était pas difficile, en s'appuyant solidement sur la double pensée, d'éviter cette confusion. Toutefois, la possibilité même d'une telle erreur aurait disparu avant 2 générations. Une personne dont l'éducation aurait été faite en novlangue seulement ne saurait pas davantage que « égal » avait un moment eu le sens secondaire de « politiquement égal » ou que « libre » avait à un moment signifié « libre politiquement », que, par exemple, une personne qui n'aurait jamais entendu parler d'échec ne connaîtrait le sens spécial attaché à Rennes et à Tours. Il y aurait beaucoup de crimes et d'erreurs qu'il serait hors de son pouvoir de commettre, simplement parce qu'ils n'avaient pas de nom et étaient par conséquent inimaginables. Et l'on pouvait prévoir qu'avec le temps, les caractéristiques spéciales du novlangue deviendraient de plus en plus prononcées, car le nombre des mots diminuerait de plus en plus. Le sens serait de plus en plus rigide, et la possibilité d'une impropriété de terme diminuerait constamment. Lorsque l'ancilangue aurait, une fois pour toutes, été supplantée, le dernier lien avec le passé serait tranché. L'histoire était réécrite, mais des fragments de la littérature du passé survivraient çà et là, imparfaitement censurés, et, aussi longtemps que l'on gardait l'ancilangue, il était possible de les lire. Mais de tels fragments, même si par hasard ils survivaient, seraient plus tard inintelligibles et intraduisibles. Il était impossible de traduire en novlangue aucun passage de l'ancilangue, à moins qu'il ne se référât soit à un processus technique, soit à une très simple action de tous les jours, ou qu'il ne fût, déjà, de tendance orthodoxe. Bien-pensant, par exemple, était destiné à passer tel quel de l'ancilangue au novlangue. En pratique, cela signifiait qu'aucun livre écrit avant 1960 environ ne pouvait être entièrement traduit. On ne pouvait faire subir à la littérature pré-révolutionnaire qu'une traduction idéologique, c'est-à-dire en changer le sens autant que la langue. Prenons comme exemple un passage bien connu de la Déclaration de l'Indépendance. Nous tenons pour naturellement évidentes les vérités suivantes. Tous les hommes naissent égaux. Ils reçoivent du Créateur certains droits inaliénables, parmi lesquels sont le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la recherche du bonheur. Pour préserver ces droits, des gouvernements sont constitués, qui tiennent leur pouvoir du consentement des gouvernés. Lorsqu'une forme de gouvernement s'oppose à ces fins, le peuple a le droit de changer ce gouvernement ou de l'abolir et d'en instituer un nouveau.
il aurait été absolument impossible de rendre ce passage en novlangue tout en conservant le sens originel. Pour arriver aussi près que possible de ce sens, il faudrait embrasser tout le passage d'un seul mot. Crime, pensée. Une traduction complète ne pourrait être qu'une traduction d'idées dans laquelle les mots de Jefferson seraient changés en un panégyrique du gouvernement absolu. Une grande partie de la littérature du passé était, en vérité, déjà transformée dans ce sens. Des considérations de prestige rendirent désirable de conserver la mémoire de certaines figures historiques, tout en ralliant leurs œuvres et la philosophie de Langsock. On était en train de traduire divers auteurs comme Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens et d'autres. Quand ce travail serait achevé, leurs écrits originaux et tout ce qui survivait de la littérature du passé serait détruit. Ces traductions exigeaient un travail lent et difficile, et on pensait qu'elles ne seraient pas terminées avant la première ou la seconde décennie du XXIe siècle. Il y avait aussi un nombre important de livres uniquement utilitaires, indispensables manuels techniques et autres, qui devaient subir le même sort. C'était principalement pour laisser à ce travail de traduction qui devait être préliminaire le temps de se faire, que l'adoption définitive du novlangue avait été fixée à cette date si tardive, 2050.